Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va aborder le sujet des modèles de rémunération en finance. Pour ça, on va aborder le sujet des banques, le sujet des conseillers en gestion de patrimoine indépendant. On va parler de frais réels, on va parler des manques à gagner sur le long terme. Bref, on va faire un tour d'horizon pour que vous puissiez bien comprendre de quoi il s'agit et on va essayer de détailler un peu plus tout ça. En guise d'introduction, donc quand on parle d'investissement, quand on parle d'assurance vie, de PA, de stratégie patrimoniale au global, on parle presque toujours de rendement, on parle presque toujours de performance, de marché financier. Vous en entendez beaucoup parler, mais c'est vrai qu'on oublie très souvent de parler des frais. Ok. Pourtant, il faut le dire, hein, les frais sont probablement l'élément le plus important à comprendre parce que c'est le seul élément certain dans une stratégie financière. Les performances, on se base souvent sur ce qui s'est passé, mais les performances passées ne préjugent pas des performances futures, vous le savez très bien. Et donc, on n'a pas de boule de cristal pour savoir exactement ce qui va se passer en 2026. Par contre, les frais, on sait les calculer, on sait qu'ils existent, ils sont souvent notifiés noir sur blanc dans les petites lignes ou directement sur les sites des assureurs ou des courtiers, bref. Donc, on sait aller les chercher derrière et on sait faire nos calculs si besoin. Donc aujourd'hui, je vais t'expliquer concrètement justement comment se rémunèrent les banques, comment se rémunèrent les conseillers et les conseillers en gestion de patrimoine indépendants, quels sont les frais réels que tu payes souvent sans t'en rendre compte, hein, notamment ce qui concerne les contrats d'assurance vie, un des supports d'investissement préférés des Français, et surtout quel est l'impact de ces frais sur ton patrimoine à long terme. On va essayer de décortiquer tout ça. L'objectif de la vidéo, c'est pas de te dire évidemment que tout est mauvais, que ce que je vous propose c'est la meilleure solution, mais au moins vous aurez tous les éléments et vous pourrez choisir comme bon vous semble, vous serez autonome derrière. L'objectif, c'est quand même de comprendre le fonctionnement réel du système de manière globale pour pouvoir prendre de meilleures décisions par la suite. Alors, partie 1, je ne vais pas aller trop vite. Voilà, le modèle économique d'une banque. Pardon. Donc, une banque, avant tout, il faut que vous le sachiez, c'est une entreprise. Okay, une entreprise, elle doit faire des bénéfices. Elle a des charges, elle a des salariés, elle a des actionnaires. Et donc, son objectif, et l'objectif le plus clair pour elle, c'est d'être rentable. Sinon, elle ne peut pas exister. D'accord. Et donc, pour gagner de l'argent, une banque s'appuie sur plusieurs effets de levier. Elle va s'appuyer sur les frais bancaires, vous les connaissez toutes et tous, je pense, sur les crédits, ok, sur les assurances. Hein. On parle aujourd'hui de banque assurance immobilier, ok, donc on est sur un peu tous les pendants de la gestion patrimoniale, pardon, et surtout les produits d'épargne et d'investissement. Alors le point clé à comprendre, hein, c'est que le conseiller bancaire, lui, ne travaille pas dans un modèle neutre. Vous l'aurez compris, il travaille dans une architecture majoritairement fermée, avec des objectifs commerciaux, une pression commerciale importante et des produits maison à distribuer. Je parle en connaissance de cause, j'ai été en alternance pendant 2 ans dans la banque Crédit Agricole du côté d'Angers, ok, et donc je sais concrètement à l'intérieur comment tout ça est piloté, je sais comment ça fonctionne, et effectivement aujourd'hui, les conseillers ont des portefeuilles clients très importants, ils ont des objectifs commerciaux, ils ont des nombres de rendez-vous à respecter chaque semaine, et donc c'est pour ça qu'il est difficile de passer du temps avec chacun, qui a des turnovers importants, parce que c'est un métier qui est très demandant quand même, et évidemment, le but, hein, c'est d'être rentable pour ces entités-là. Alors évidemment, hein, une banque, ce n'est ni bien ni mal, mais il faut être conscient en fait de son fonctionnement. Ok. Partie 2, ce que je voulais évoquer en ce qui concerne la banque, c'est son assurance vie, l'assurance vie bancaire. Je pense qu'on en a toutes et tous au moins eu une dans notre vie, ok. Une assurance vie bancaire peut-être ouverte par nos parents fut un temps, peut-être que nous avons fait la démarche pour en ouvrir une pour nous ou pour nos enfants, bref. Je vais vous détailler un petit peu de manière complète et de manière globale les frais à l'intérieur pour que vous compreniez bien. Parce que souvent en rendez-vous, ce que j'ai remarqué, quand on parlait d'assurance vie, quand vous ouvrez une assurance vie, c'est vrai que c'est un sujet avec le conseiller, on va assez vite dessus parce que ça peut être très long. C'est-à-dire qu'on a normalement déjà un profil de risque à établir quand on ouvre une assurance vie. Et en fait, c'est un questionnaire à remplir. Ce questionnaire-là, il est long, il est fastidieux, il peut demander pas mal de réflexion. Et quand on est sur une personne qui n'a pas forcément beaucoup de notions d'investissement, aux notions de marché financier, certaines questions peuvent paraître complètement floues, ok. Et donc souvent, le conseiller passe assez vite là-dessus, va même remplir à la place de la personne, bref. Donc forcément, on va sortir un profil plutôt prudent ou équilibré de la personne. Et derrière, les investissements qui vont être faits, vont peut-être pas être en adéquation, en relation avec ses réels objectifs. Et c'est ça que je trouve un peu dommage quand on va ouvrir son assurance vie en banque. En plus, on ne prend pas le temps de détailler les différents frais. Et donc, je vais le faire maintenant. Quand tu ouvres une assurance vie en banque traditionnelle, il existe plusieurs couches de frais. La première couche, ce sont les frais sur versement. Okay, donc, frais sur versement que je surligne ici,
Ce sont en fait des frais qui sont prélevés dès que tu verses de l'argent sur ton contrat. Alors, ces frais-là sont compris généralement entre 2 et 4%, peuvent parfois aller jusqu'à 5% en fonction des contrats, d'accord? Et un exemple très simple, quand tu verses 10 000 euros sur un contrat d'assurance vie, donc c'est un versement initial à l'ouverture de ton contrat, tu y verses 10 000 euros, si tu as 3% de frais sur ton versement, il y a déjà d'office 300 euros qui vont être prélevés immédiatement. C'est-à-dire que quand tu vas regarder ton contrat, ton argent va commencer à travailler à partir de 9 700 euros. C'est-à-dire que ce n'est pas 10 000 euros qui vont travailler tout de suite, c'est 9 700 euros. Tu as 300 euros qui sont sucrés déjà par ces frais de versement. Ces frais-là sont définitifs, c'est-à-dire que tu ne vas jamais récupérer ces frais. D'accord? Même si ton contrat performe bien, c'est des frais d'office qui vont dans la gestion, on va dire, du contrat. Donc c'est une première couche. Deuxième couche, tu vas y retrouver les frais de gestion de manière globale du contrat. Alors, chaque année, la banque va prélever des frais de gestion sur la valeur totale de ton contrat. Ils sont compris en moyenne entre 0,6% et 1% par an pour des contrats d'assurance vie bancaire, banque physique. Ils sont prélevés automatiquement, que les marchés montent ou que les marchés baissent. Ça, c'est d'office, c'est dans les lignes. C'est-à-dire que c'est le contrat qui est comme ça. D'office, chaque année, tu vas avoir entre 0,6 et 1% en plus de tes frais de versement qui vont être sucrés. Par exemple, si tu as un contrat à 50 000 euros et qui a 0,8% de frais de gestion, ça représente environ 400 euros par an, et ça, tous les ans. La troisième couche, c'est les frais du fonds en euros. Beaucoup de personnes pensent que la partie capital garantie de votre contrat, donc les fonds en euros, c'est une partie qui est gratuite. C'est pas le cas. C'est-à-dire que le fonds en euros, lui, supporte aussi des frais de gestion, souvent compris entre 0,6 et 1% également par an, et ces frais sont directement intégrés dans le rendement annoncé par l'assureur sur ton fonds en euros. Chaque année, il y a un rendement annoncé par ton assureur sur ton fonds en euros. Ce rendement-là qui est annoncé et que tu vas percevoir, c'est un rendement net avant inflation. Donc c'est-à-dire que les frais ont déjà été prélevés de la performance, ok, qui t'est dédié justement. Donc ça, c'est un petit peu indolore, c'est des frais que tu vas pas vraiment ressentir ou voir. Euh, et la quatrième couche, ce sont les frais liés aux unités de compte. Okay, quand tu investis sur des unités de compte, il y a en réalité deux niveaux de frais. Donc j'ai parlé des fonds en euros, capital garanti, là je parle des unités de compte, donc où là on est à capital justement non garanti. Et à l'intérieur, il y a deux niveaux de frais. Tu as le premier niveau où ce sont les frais de gestion des unités de compte au sein de ton contrat. C'est basique, c'est encore défini quand tu ouvres ton contrat, généralement compris entre 0,8% et 1% par an. Et il y a un deuxième niveau qui là est totalement oublié de la part des banquiers quand tu mets en place une stratégie avec eux. Ce sont les frais internes des fonds qui sont proposés dans tes unités de compte. Okay, donc là, admettons, ton banquier te fasse investir sur des fonds actions, des fonds obligataires, des fonds diversifiés avec de l'action et des obligations à l'intérieur, bref. Et bien ces fonds-là, très souvent, on va les appeler des OPCVM, des organismes de placement commun, collectif, pardon, à valeur mobilière. Et ces OPCVM-là, c'est ce qu'on appelle de la gestion active. Et de la gestion active, eh bien, c'est coûteux. Et donc ces frais-là, okay, c'est 1 à 2% par an, parfois plus sur des fonds dits maison, qui viennent aussi, du coup, sucrer ta performance sur l'année. D'accord? Et ça, encore une fois, ce sont des frais courants, c'est annuel, et ça dépend de la société de gestion qui va gérer le fonds sur lequel tu as investi. Et très souvent, les banques ne vont pas sur des ETF. Les ETF, on sait que ça ne rémunère pas la banque. Les frais sont faibles. Donc c'est pas ça qui est intéressant pour eux. Non, le mieux c'est d'aller sur des fonds maison, parfois très flous, on ne sait pas vraiment ce qu'il y a à l'intérieur, mais par contre qui rémunèrent bien entre 1 et 2% par an, comme ça on est tranquille. Un exemple concret, tu investis sur un fonds action via ton assurance vie, tu vas payer 1% de frais de gestion sur les unités de compte, plus 1,5% de frais internes du fonds. Donc au total, ça représente 2,5% de frais par an sur cette partie de ton épargne. Donc si le fonds fait 5% brut de performance, tu enlèves d'office 2,5%, donc tu vas te retrouver avec un 2,5% net, ce qui est quand même dommage. Cinquième couche, les frais d'arbitrage. Et là, on voit que l'assurance vie, c'est pour ça qu'on parle de millefeuille, c'est qu'il y a plusieurs couches de frais. Et bien, à chaque fois que tu changes de support d'investissement, la banque va te prélever des frais d'arbitrage. Si tu veux sécuriser ce que tu avais en unité de compte et les rapporter vers ton fonds en euros, frais d'arbitrage, souvent compris entre 0,5 et 1% par opération en fonction du montant que tu bouges, tout simplement. Ça peut parfois être limité à un certain nombre d'arbitrages gratuits par an, il y a quelques arbitrages gratuits, mais souvent limités. Et donc ces frais incitent souvent à ne rien modifier, même quand un ajustement serait pertinent. Bref, tu l'as compris, beaucoup de frais sur des assurances vie bancaires classiques,
Sur un seul contrat, tu peux donc cumuler des frais de versement, des frais de gestion du contrat, des frais sur le fonds en euros, des frais de gestion des unités de compte, des frais internes au fonds, des frais d'arbitrage, bref, un sacré millefeuille, pardon. Donc tout cela, hein, c'est légal, il n'y a pas de souci. Et quand vous ouvrez votre contrat d'assurance vie, vous signez. Est-ce que vous êtes pour autant conscient de tout ça? Je pense pas. Mais c'est voilà, rarement expliqué dans la globalité. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je voulais faire un petit point là-dessus pour vous le... Partie 3, le manque à gagner à long terme. Maintenant que vous avez compris que vous payez pas mal de frais sur votre contrat d'assurance vie, ben le vrai problème, c'est pas de payer 1 ou 2% de frais. Hein. Le vrai problème, c'est l'effet cumulatif de ces frais sur le long terme. Parce que 1-2% de frais par an, bon, à la limite, pourquoi pas. Mais quand on cumule ça sur le long terme, c'est un vrai manque à gagner. Et les intérêts composés qui fonctionnent comme un effet boule de neige, ben on a la même chose avec les frais composés. Ok, c'est un peu un effet massue. Et si on prend un exemple simple, si vous investissez 100 000 euros avec une performance brute des marchés de 6% par an, si vous payez 2,5% de frais au total, votre performance nette, comprenez bien, elle descend à 3,5%, 6 moins 2,5. Sur 20 ans, à 6%, ton capital peut atteindre environ 320 000 euros. À 3,5%, il atteint que 200 000. Donc 120 000 euros d'écart, okay, sur 20 ans, juste à cause de ces 2,5% de frais par an. Et là, vous vous dites, ouais, sur le court terme, c'est pas grave, sur le long terme, vous vous rendez compte que 120 000, c'est quand même un petit manque à gagner, quoi. Et c'est rarement mis en avant dans les discours commerciaux, évidemment, parce qu'il ne faut pas qu'ils vous le disent, sinon vous n'allez jamais souscrire. Partie 4, voilà, j'en ai fini avec la banque, je pense que vous avez compris, un petit exemple, c'était utile. Vous pourrez aller, si vous voulez, sur des calculatrices financières pour vous rendre compte de vraiment ce que ça représente, en quelque sorte. Une calculatrice financière intéressante, c'est celle de Bourse 101. Il n'y a pas du tout de partenariat, c'est celle que j'utilise à titre perso, qui est intéressante. Partie 4, les CGP et les cabinets d'indépendants. Donc ça, je vais être assez court sur cette partie. Euh, on va essayer quand même d'en parler rapidement. Tout ce qui est CGP, hein, c'est conseiller en gestion de patrimoine, désolé du jargon. Je vais parler aussi des cabinets d'indépendants, donc c'est des regroupements de conseillers en gestion de patrimoine qui travaillent au sein de la même entité. Alors beaucoup font un excellent travail, j'en connais personnellement. Je suis issu d'un réseau d'indépendants en gestion de patrimoine. Je sais qu'il y en a qui sont très très bons dans leur domaine, qui accompagnent parfaitement leurs clients. Et en matière de structuration patrimoniale, il n'y a pas grand-chose de mieux qui se fait aujourd'hui, surtout ceux qui sont les plus expérimentés, et notamment pour tout ce qui est fiscalité et transmission. Pour moi, un conseiller en gestion de patrimoine, c'est un peu niche, mais si vous avez vraiment ces questions-là, vous devez faire appel à ce genre de personnes pour vous accompagner dans la globalité. Mais il y a quelque chose quand même qu'il faut que je dise, c'est le mode de rémunération, la méthode de rémunération. Elle repose souvent sur des produits qui mettent en place. Je m'explique. Les CGP, souvent, sont rémunérés via des rétro-commissions sur les contrats qui sont mis en place, qui vont fonctionner dans le temps, et eux vont toucher des commissions chaque mois, à chaque versement, en fait, effectué par leurs clients sur le contrat qu'ils ont ouvert avec lui. Ce contrat-là, on peut se poser la question, il y a sûrement des contrats qui rémunèrent plus que d'autres. Euh, on peut se poser aussi la question des frais à l'entrée que le conseiller en gestion de patrimoine a voulu mettre par rapport à son client. Il y a des clients, il va mettre plus, des clients, il va mettre moins, donc tu vois, ça crée quelque chose, je trouve, de peut-être parfois malsain, mais après, encore une fois, c'est eux qui décident de comment agir et comment faire facturer leurs clients, il n'y a pas de souci là-dessus. Donc les rétrocommissions sur les contrats, des frais de versement qu'ils peuvent mettre comme ils le souhaitent, qu'ils peuvent moduler, ça peut être du 2% à chaque versement, du 3%, du 4%, allant même jusqu'à 5%. Je connais des gens qui ont aucun mal à mettre du 4,75%, du 5% par versement, ok, sur un contrat. Donc on va même parfois plus que certaines banques. Là où j'ai du mal, c'est que certains rajoutent même des honoraires d'études patrimoniales, en plus de ces rétrocommissions. C'est-à-dire qu'ils se rémunèrent assez gracieusement parfois sur les contrats d'assurance vie qu'ils vont mettre en place avec leurs clients. Et en plus de ça, l'étude patrimoniale qu'ils proposent va être facturée parfois entre 1 000 et 3 000 euros en France par étude. Okay. Alors une étude patrimoniale, c'est complet. Ça peut faire un feuillet de 40, 50, 60 pages avec exactement la méthode, la stratégie à mettre en place pour le client. Okay. Donc c'est utile. Mais une méthode expliquée une fois et laissée aux mains du client derrière, on peut se poser des questions. En fait, moi, la vraie question que j'ai derrière, en fait, c'est l'accompagnement aussi qui est proposé. Parce que souvent, un CGP indépendant, je vous le dis, c'est très simple. C'est trois étapes. La première, c'est un audit financier complet de la situation pour apprendre à connaître le client. La deuxième, c'est la proposition d'une stratégie, ok, qui va être discutée avec le client pendant un rendez-vous d'1 heure et demie, 2 heures.
Et la troisième, c'est la mise en place de la stratégie des premières actions. Évidemment, ça suffit pas. Il faut un suivi derrière sur le long terme. Je connais des personnes qui ont des familles où en fait le CGP va suivre les parents puis les enfants, etc. Le CGP va avoir un peu la main mise sur le patrimoine global de la famille et donc de l'enfant. Sauf que c'est souvent des CGP qui commencent à être un petit peu âgés, un petit peu old school, et qui n'ont plus forcément les mêmes méthodes, les mêmes manières de faire que ce qui se fait maintenant sur le marché avec des nouveaux produits, des nouvelles solutions, des solutions un peu 2.0. Et c'est vrai qu'on peut se contenter de certains produits qui vont vraiment être proposés bien gracieux, bien rémunérateurs pour le CGP. Alors oui, très souvent, il fonctionne en architecture ouverte, ok, mais il faut être conscient qu'il reste rémunéré généralement sur les solutions proposées. Alors même s'il a plusieurs partenaires, il peut avoir des affinités avec certains et toujours proposer le même partenaire pour ses clients. Alors qu'il met en avant une approche par objectif, une approche personnalisée, etc. etc. Quoi qu'on dise, il y a des partenaires qui rémunèrent mieux, il y a des partenaires avec qui c'est plus simple d'agir, il y a des partenaires plus réactifs, il y a des partenaires, ouais c'est ça, qui sont plus présents, donc il y a un biais naturellement qui sera là chez le conseiller en gestion de patrimoine, et je trouve que parfois c'est difficile de se détacher de ce biais et de se dire qu'on est à 100% transparent avec son client en lui disant que peu importe, moi je suis en architecture ouverte, on peut aller chercher tel partenaire, tel partenaire, tel partenaire, c'est souvent quand même les mêmes qui ressortent du lot, et donc les rémunérations derrière sont assez aussi élevées. Alors les CGP disent que la rémunération vient du conseil qu'ils ont prodigué aux clients, ce que j'entends, mais dans ce cas, pourquoi pas juste faire payer un honoraire à l'entrée et réduire au maximum les frais sur versement pour éviter justement un manque à gagner énorme pour son client sur le long terme, parce que je suis désolé, ça, il ne l'explique jamais. Voilà mon point de vue sur les conseillers en gestion de patrimoine. Tous ne sont pas excellents, il y en a des très bons, mais tous, attention, il y en a qui sont juste là pour gagner de l'argent sur votre dos. Euh, le conseil peut être pertinent la plupart du temps, évidemment, mais la rémunération reste liée au produit, quoi qu'on dise. Et enfin, dernière partie, et je ne vais pas m'étendre plus que ça, mais moi j'ai choisi un autre modèle qui est un peu un mixte du précédent, pardon. Mon côté, pardon, j'ai fait un choix clair. Je ne me rémunère pas via des commissions, je ne prends pas de rétro-commission non plus, je n'ai pas de produits à vendre, je ne travaille pas avec des partenaires imposés, je travaille vraiment tout seul, ok. Et mon modèle repose sur un tarif clair à l'entrée, lié à un accompagnement. C'est-à-dire que moi aujourd'hui, je vous accompagne. Je vous dis, ça vous coûte tant, ok. Vous me dites oui, vous me dites non. Si oui, vous rejoignez mon accompagnement. Et derrière, évidemment, je vous suis sur X mois pour déjà vous accompagner comme si j'étais un CGP indépendant classique, c'est-à-dire qu'on fait un audit financier complet de votre situation, on travaille ensemble sur votre stratégie, on met en place votre stratégie, ça, il n'y a pas de souci. Mais comme je ne travaille avec aucun partenaire, je suis assez libre de vous proposer sur ce qui se fait de mieux en ligne, euh, les meilleurs courtiers, les meilleurs assureurs, etc. Des assureurs que vous auriez pu trouver tout seul. Mais peut-être que vous n'aviez pas forcément conscience de leur existence, et derrière, vous ne savez pas forcément comment vous renseigner et comment aller plus loin. Même si aujourd'hui, il y a de la vidéo YouTube qui existe, même si vous pouvez appeler directement l'assureur, bref, je me suis renseigné pour vous. C'est-à-dire que je sais maintenant lesquels sont bien, lesquels sont moins bien, comment ça fonctionne, etc. Je suis allé un peu plus dans le détail. Et maintenant, j'ai assez de feedback pour vous dire, attention, sur celui-ci, faire attention à ça, sur celui-là, faire attention à ci, etc. etc. Et moi, je ne suis pas rémunéré. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de frais de versement. Ou c'est 0%. Vous versez 1000 sur le contrat, c'est 1000 euros qui vont travailler tout de suite. J'ai pas de commission sur ce que vous mettez en place, donc vous mettez ce que vous voulez. Si vous voulez mettre des versements programmés, on le travaillera dans la stratégie. Si vous voulez pas, on les orientera ailleurs. Et moi, la seule rémunération que j'ai, c'est en fait sur l'accompagnement en lui-même. Combien vous allez payer pour rejoindre l'accompagnement. Ça peut être largement équivalent à ce que propose un CGP indépendant où lui, il est rémunéré sur vos contrats et en plus sur des honoraires d'études patrimoniales. Moi, dites-vous qu'il y a juste un honoraire d'études patrimoniales en équivalent qui peut tomber pour vous et c'est tout. C'est tout. Derrière, je ne suis pas rémunéré sur vos contrats. Donc, aucun manque à gagner de passer avec, euh, avec ma solution, ma stratégie et la manière dont j'ai voulu vous accompagner. Moi, je suis rémunéré pour le temps passé, forcément avec vous. Je passe du temps, j'essaie de vous rendre autonome, de vous apprendre les bases, la pédagogie que je vous enseigne, le coaching que je vous fais, le coaching collectif aussi que je fais, parce que j'accompagne plusieurs personnes. Les mercredis, jeudis soirs, on se retrouve en coaching collectif. La mise en place de la stratégie, le suivi évidemment dans le temps, parce que bon, c'est un accompagnement sur 3 mois, mais derrière aussi, si vous avez d'autres questions, je peux répondre à vos questions sur le plus long terme. Évidemment, on peut refaire des points, des feedbacks ensemble. Enfin, vous voyez, il y a toutes ces choses-là qu'on peut faire,
que vous pouvez faire aussi avec un CGP indépendant, mais c'est possible que ça vous coûte un poil plus cher. C'est tout ce que je veux dire là-dessus. Donc mon intérêt, évidemment, il est aligné avec celui des personnes que j'accompagne. Moins elles payent de frais sur le long terme, mieux c'est pour elles, et c'est prouvé. C'est prouvé. Les frais composés, c'est pas un mythe. Ok, c'est un sujet. Donc la partie 6, c'était ça, coaching vs conseil traditionnel. Dans un modèle classique, le conseiller réalise souvent un audit, une proposition, une mise en place et un suivi ponctuel. Mon approche, comme je l'ai dit, elle est différente. Je forme, j'explique, je fais répéter et derrière, j'essaye de rendre autonome au maximum. Tout le monde ne ressort pas 100% autonome après 3 mois, ce qui est logique, mais au moins vous avez une notion principale sur lesquelles vous devez faire attention et sur lesquelles vous devez vous pencher. L'objectif final n'est pas que la personne dépende de moi indéfiniment, je pense que ça vous l'avez compris, mais c'est pareil pour un conseiller classique, mais qu'elle comprenne suffisamment pour piloter ses décisions toute seule. Donc, en guise de conclusion, il n'y a pas de modèle parfait en finance, ça c'est clair, il existe simplement des modèles de rémunération différents. Moi, j'aimerais pouvoir accompagner des gens et vous dire c'est gratuit, mais aujourd'hui, il faut aussi que je puisse vivre de mon activité. Et donc, la question essentielle à se poser, c'est vraiment celle-ci, en fait. Hop. Est-ce que la personne en face de vous est rémunérée pour vous aider à comprendre ou pour vendre un produit? C'est ça. Est-ce qu'elle est rémunérée pour vraiment vous aider à comprendre et à devenir autonome ou juste vous vendre un produit? Comprendre cela, c'est déjà reprendre le contrôle de ses finances, de ses décisions financières et de ses finances globales, évidemment. Et donc cette vidéo, je l'ai dit, disclaimer final avant de vous laisser, est à vocation éducative, d'accord? Elle ne constitue pas un conseil en investissement personnalisé, faites vos recherches. Donc si vous avez des questions à me poser, n'hésitez pas à venir directement me DM sur Instagram, @axellcn-coaching. Évidemment, chacun reste responsable de ses décisions financières, pas besoin de vous le rappeler. Et puis voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On a pris le temps de détailler les différents modèles de rémunération en finance existants actuellement sur le marché. Il y en aura sûrement d'autres à venir avec les évolutions dans le domaine des finances perso. Mais aujourd'hui, c'est un peu les principales. Donc voilà, prenez le temps de vous renseigner, prenez le temps de vous informer. Ne prenez pas de décision sans comprendre ce qui se passe derrière. Et j'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura aidé dans ce sens. Allez, je vous dis à très bientôt. C'était Axel. Ciao.